Alors, Bien, normalement, nous sommes là, pourquoi en c'était affiché Ouais. ligne. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, on est en ligne, sauf que c'est pas le bon setup. C'est pas le Mon bon cher setup, Marc, c'est c'est-à-dire? marqué Coup Critique Live 04 avec Raphaël. Et Raphaël n'est pas là. Ah oui, effectivement. Attends, Raphaël n'est pas là parce que Raphaël travaille. Regarde, hop, propriété. C'est incroyable, vous allez voir en direct. Ça va passer de live 4 à live 5. Et hop, j'ai oublié. J'ai fait tout correctement, sauf ça. C'est incroyable. Hop. Et voilà, tac. Si c'est pas fantastique tout ça. Normalement, tout est C'est redevenu beau. correct. On est d'accord, tu t'auto-entends Ouais. toi-même. C'est bon? Bah, moi, je suis toujours avec le Twitch à 0 au niveau du son, mais si j'écoute, je m'entends. Tu C'est bon. t'entends, ok, c'est fantastique. Eh ben, écoutez, bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau coup critique live. On est ce aujourd'hui en compagnie de l'ami Clément. Comment ça va, Clément, aujourd'hui, ce dimanche? Eh bah, écoute, ça va très bien. Ce dimanche 5 octobre 2025. Ouais, c'est vrai, 5 octobre Euh, 2025, ouais. 5 octobre, le temps passe vite. Le temps passe très Et très vite quand on bah, ça s'amuse. va. Et toi, mon cher Marc, en ce 5 octobre Bah écoute, 2025? moi ça va super bien. Ça fait à peu près genre 2 mois, je pense, qu'on se dit qu'on va faire un coup critique sur les sorties. Sûrement. Et voilà, on le fait avec un mois de retard, comme vous pouvez le Voilà. constater. On espère que ça Mieux vous vaut tard plaira que quand même. jamais. Ouais, exactement, mieux vaut tard que jamais. Donc ce que je vous propose, c'est que on commence dès à présent, qu'on se jette dans le bain. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Alors, je vais ouvrir le bal et tu vas le terminer, Clément. Donc, Exactement. aujourd'hui, pour ce qui est des séries de télé, on va parler un petit peu de Fondation. Alors, Fondation, qu'est-ce que c'est? Me direz-vous? Tac, me direz-vous, disais-je, c'est l'adaptation du célèbre pardon, cycle de fondation d'Isaac Asimov, qui a été édité, si je ne m'abuse, entre les années 60 et 80, je crois. Et bien évidemment, il y a un moment donné où les producteurs ils se sont dit eh, peut-être qu'il y a moyen de se faire de la thune en développant comment dire ça, en développant une adaptation justement de cette œuvre. Et c'est Apple qui s'en est chargé contre toute attente. Ça a été du coup créé notamment par David S. Goyer, qui est un scénariste assez connu aux États-Unis, qui est notamment à l'origine de Batman Begins et d'autres trucs dans ce goût-là. Au casting, on a Jared Harris qui va jouer Harry Seldon, Lipis qui va jouer l'empereur de la galaxie, Lou Lobel qui va jouer Gal Dornick, Léa Harvey, Salvor Hardin, etc., etc. Bref, il y a un gros casting. Alors, qu'est-ce que ça raconte, me direz-vous? Est-ce que tu connais un peu Fondation, toi, ou pas, Clem? Deux noms. Deux De noms. On me nom? l'a souvent recommandé, mais j'ai jamais pris le temps parce que j'ai pas Apple TV, donc Moi non voilà. plus. Tu me J'ai donneras la des technique. amis qui viennent de l'au-delà qui m'ont donné Apple TV. Oh. Alors, Non, mais oui, ça fait partie des séries qu'un jour je regarderai, je pense. Alors, si je vous lis le synopsis qu'on peut trouver sur Wikipédia, c'est marqué l'Empire galactique, dirigé par la dynastie génétique des clones de l'Empereur, se voit prédire par la psychohistoire de Harry Seldon un effondrement suivi de 30 000 ans de ténèbres avant qu'un second empire galactique ne prenne la relève. La psychohistoire a cependant découvert un moyen de réduire la durée de cette ère de ténèbres à 1000 ans en mettant en place une fondation chargée de conserver tout le savoir de l'humanité et devant au terme de ce millénaire, restaurer l'Empire galactique. Donc voilà, alors, Fondation... en fait, ça va beaucoup dépendre de si vous avez lu ou pas le cycle de Fondation. Je pense que si vous avez lu le cycle de Fondation d'Asimov, vous n'allez pas passer un bon moment parce que la série elle se torche le derrière avec le bouquin. Déjà, ce qu'il faut
comprendre, c'est que le bouquin, ça se passe sur 1000 ans. Donc sur 1000 ans, forcément, tu changes de personnage, pratiquement tous les chapitres en fait des bouquins, puisqu'il faut que ça avance. Et les scénaristes de Fondation, ou les producteurs, j'en sais rien, se sont dit que leurs spectateurs allaient être beaucoup trop stupides pour pouvoir s'attacher à différents personnages au gré des différentes saisons. Donc ils ont trouvé des excuses pour faire en sorte que les personnages principaux restent là, malgré les centaines d'années qui vont séparer une saison d'une autre saison. Donc c'est complètement débile en fait, parce que ça se fait complètement sortir, je trouve, du concept même qu'est Fondation, à savoir l'idée de suivre la mise en place d'une nouvelle civilisation. Là, ça part complètement en couille à ce niveau-là. Et à mon sens, du coup, je trouve que Fondation, c'est vraiment la série qui nous montre ce que c'est qu'une bonne et ce que c'est qu'une mauvaise adaptation. Et là, vous dites, bon sang, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je m'explique. En fait, je me suis quand même tapé 3 saisons de Fondation pour en arriver à ce constat-là, donc vous direz que potentiellement je suis assez résilient ou complètement débile, ça c'est vous qui me direz en commentaire. Mais en fait, il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé dans Fondation et des trucs que j'ai détesté dans Fondation. Et à chaque fois, c'est toujours en lien avec le fait de se démarquer du livre. Qu'est-ce que je commence? Je commence par le positif ou par le négatif? Par le positif. Par le positif, ok, ça marche. Le positif, c'est le concept, qui n'existe pas dans les livres, de la dynastie génétique des clones de l'empereur Cléon Ier. Dans le bouquin, il y a effectivement plusieurs empereurs, mais c'est jamais les mêmes. Et là, toujours dans cette optique de se dire qu'on ne pouvait pas s'attacher à différents personnages, les scénaristes se sont dit, bah, on va faire en sorte que l'empereur se clone systématiquement. Et en fait, il y a toujours 3 clones qui sont au pouvoir. Il y en a un qui est jeune, qui s'appelle Dawn. Il y en a un qui est dans l'âge moyenne, on va dire, qui s'appelle Day. Et il y a le dernier qui s'appelle Dusk, qui est vieux et qui est celui qui est sur le déclin. Et en fait, c'est un espèce de triumvirat de clones. Et cette idée, même si elle sort pas du tout du bouquin, bah, elle est super. Elle est vraiment super, et ça permet d'avoir un développement de personnages de saison en saison, des intrigues politiques entre chaque clone, etc., qui est hyper intéressante. Et ça, c'est une plus-value de malade qui est ajoutée, je trouve, à l'œuvre de Isaac Asimov. C'est surtout dû au fait que les acteurs qui jouent les clones sont super bons. Donc c'est Lipis qui joue Day, c'est Terrence Mann qui joue Dusk, et c'est Cassian Bilton qui joue Dawn. Et les 3 jouent super bien. Ils se ressemblent bien, je trouve, en plus physiquement. Donc c'est vraiment très très chouette. Et il y a toujours des rebondissements dans cette intrigue-là qui est absolument dingue. Voilà. Donc si vous devez regarder Fondation, regardez Fondation pour ces passages-là. Par contre, tout le reste, vous pouvez le jeter à la poubelle. Voilà. Parce qu'en fait, le reste, tout ce qui correspond à l'intrigue qui est réellement développée dans le livre, donc à savoir suivre les membres de la Fondation, est complètement gâché. Tout simplement parce que le personnage de Gal Dornick, qui est joué par Lou Lobel, qui est l'héroïne de la première nouvelle du cycle de Fondation, ne meurt pas. Elle ne meurt pas parce qu'il faut avoir un personnage principal. Et donc du coup, on la retrouve dans toutes les aventures qui suivent la sienne, où elle a le rôle de personnage principal, ce qui fait que les autres personnages principaux sont relégués à des rangs de personnages secondaires, donc on ne s'y attache pas, ils sont mal écrits, elle est mal écrite parce qu'elle n'arrive pas à s'intégrer dans le scénario de base qu'est Fondation, et du coup, ça rend pas bien, quoi. Ça rend pas bien, et je suis persuadé que même si vous n'avez pas lu les bouquins, vous devez sentir, j'en suis sûr, et dites-le dans les commentaires si c'est le cas, la dichotomie qu'il y a entre l'arc narratif des empereurs et l'arc narratif de la Fondation, parce que vraiment, je trouve que c'est le jour et la nuit, littéralement. Donc cette série, elle côtoie à la fois le très très bon et le très mauvais. Maintenant, parlons un petit peu des effets visuels. La série est très belle visuellement, c'est Apple TV, ça y a aucun problème. Par contre, ils ont de moins en moins de budget, et ça se sent qu'il y a de moins en moins de budget. C'est pour ça que la saison 3 a plus été une souffrance, parce qu'il y avait moins de belles images et les scénarios devenaient de plus en plus what the fuck pour ce qui est des membres de la Fondation. Notamment parce qu'il y a l'adaptation du mulet qui est l'antagoniste de la saison 3 est désastreuse au possible, même si l'acteur qui le joue, qui est comment il s'appelle, qui est le mec qui joue l'oncle de Théon dans Game of Thrones, joue super bien, mais malheureusement ça suffit pas quand le matériau de base est complètement gâché.
Donc voilà pour ce qui est de Fondation, j'ai pas mal déversé mon sel, j'en suis désolé. Euh, Mais il n'y a pas beaucoup de bonnes séries de SF qui sortent en ce moment, donc en vrai, vous pouvez regarder Fondation quand même, juste à certains moments, il va falloir mettre votre cerveau de côté, parce que c'est parfois complètement débile. Sinon, regardez Silo. Hein. Sinon, regardez Silo, ouais, exactement. Regardez Silo, regardez Andorre, voilà. Ou regardez Sévrance aussi. En fait, il y a plein de bonnes séries de science-fiction. Il n'y a pas beaucoup de bonnes séries de space opéra, en fait. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut dire. Et donc, du coup, puisqu'il n'y a pas beaucoup de bonnes séries de space opéra, autant se jeter corps et âme dans, eh bien, des séries historiques. Et du coup, moi, je voulais vous parler comme deuxième série de Chief of War de Jason Momoa, produit par Jason Momoa, avec Jason Momoa. Oui, j'en avais entendu parler de cette série. Ouais, il voulait faire une histoire sur ses origines, en fait. Tout Enfin, à sur fait, le ouais, peuple exactement, ouais. il est Sur, issu. sur le peuple dont il est issu, puisque Chief of War raconte une fiction qui tourne autour de l'archipel de Hawaï et de l'avènement d'un roi qu'on appelle Kamehameha Ier. Et oui, c'est pas une blague, c'est que Akira s'est inspiré de ce personnage historique-là pour créer sa célèbre attaque dans Dragon Ball Z. Alors, le synopsis. Au XVIIIe siècle, les 4 principaux royaumes de l'archipel de Hawaï sont en guerre et Kayana, un guerrier natif de l'île de Hawaï, natif pardon, de l'île de Maui, va se retourner contre son roi, contre son chef, qui est d'ailleurs joué par Temuera Morrison, donc par Jango Fett, pour ceux qui connaissent dans Star Wars, qui est un roi complètement taré. Et donc du coup, Kayana, donc Jason Momoa, décide qu'il en a marre, et en fait tente de s'enfuir avec sa famille. Mais alors qu'ils sont sur le point de rejoindre l'île de Hawaï, eh bien, lui doit se sacrifier pour que sa famille puisse réussir à s'en sortir. Alors du coup, d'un coup, il plonge depuis le haut d'une falaise, et là, paf, il tombe sur qui? Des Occidentaux qui vont du coup l'emmener dans les terres des visages pâles, en fait, finalement. Et là-bas, il va découvrir tout un monde, et quand il va revenir, il va décider eh bien, d'amener une partie de ce monde-là avec lui pour venger sa famille et aider Kamehameha Ier à prendre le contrôle de l'archipel de Hawaï. Alors, est-ce que c'est bien Chief of War? Eh bien, figurez-vous que j'ai envie de vous dire oui. Putain, qu'est-ce que c'est bien en fait même. Déjà, premier point, c'est tourné en hawaïen. Voilà. C'est-à-dire que tous les acteurs, tout le casting ont fait l'effort, sur une grande partie en tout cas des épisodes, de dire leur texte en hawaïen. Donc ça te plonge déjà dans l'immersion du truc. Les costumes, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, sont super, super, super beaux. Il y a toute la culture de ces îles qui est représentée, et c'est exactement ce que voulait faire Jason Momoa à la base. Hein. C'était faire un retour aux sources de ses ancêtres, de son pays, etc. Donc pour ça, je trouve ça vraiment très 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 bien foutu. La musique aussi est super bien parce que c'est ni plus ni moins que Hans Zimmer qui fait la musique de Chief of War. Et ça, Il s'est c'est bien quand même... entouré, putain, en fait. Ouais, il s'est vraiment très très bien entouré. Hein. Franchement, c'est, c'est, c'est- bah, c'est un énorme cast quoi en fait. Alors, cela dit, alors on va pas tout de suite parler des négatifs, on va rester dans le positif. Moi, ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est l'évolution du personnage est super bien faite. C'est du spoil sans du spoil, mais en fait, avant d'arriver, il y a que 3 épisodes avant qu'il soit chopé par les Occidentaux, en fait. Et le personnage a un certain caractère avant, et une fois qu'il vit au contact des Occidentaux, son caractère change, parce qu'en fait, il découvre un monde cruel où il y a de l'esclavage, enfin, tous les trucs que les Blancs, en fait, font partout où ils vont. Et en fait, il va ressortir traumatisé de ça. Et s'il veut unifier les îles de Hawaï, c'est parce qu'il sait très bien qu'à un moment donné, ils ne pourront pas empêcher les Européens de débarquer et de prendre le contrôle des îles. Et en fait, son truc à lui, c'est d'essayer de dynamiser les îles pour avoir la force suffisante de repousser les Occidentaux quand ils arriveront. Et en fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, il importe sur l'île une mentalité déjà occidentale derrière. En fait, tu vois toute la dichotomie de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu avances dans la série, plus il y a de personnages qui se mettent à parler anglais. Signes qui se font en fait mondialiser la tronche petit à petit. Alors après, là où justement on va arriver au défaut, c'est que je trouve que plus la série avance,
bah, moins elle est bien. Parce que je sais pas ce qui se passe, mais plus il parle anglais, moins j'ai l'impression d'avoir une authenticité aussi, et plus ça devient what the fuck aussi, notamment spécialement les 2 derniers épisodes qui sont très très nuls, où tout d'un coup il y a un revirement, c'est pas pourquoi ils se mettent à faire des trucs qui sont impossibles, genre il y a un gros fight au niveau d'un volcan et tout, il se met à y avoir du cul, de la violence, des grossièretés, et il n'y avait pas ça du tout avant. Donc je sais pas si ils sont toujours pas renouvelés pour une saison 2, mais s'ils sont renouvelés pour une saison 2, j'espère qu'ils garderont la majorité de ce qu'ils ont pris dans la saison 1 et pas ce virage à la HBO qu'il y a sur le dernier quart de la série. Moi, dans l'idée, quand même, je vous le conseille parce que je trouve ça assez rare comme type de série à avoir et c'est le genre de truc qu'il faut quand même mettre un minimum en avant, je trouve. Voilà. Alors, série suivante. Sandman. Est-ce que tu as vu Sandman, Clément? Non. Pour le coup, les séries, ça fait longtemps que j'ai abandonné, en fait. Je J'ai plus comprends. le temps. J'ai tellement de séries même en cours là qu'il faut que je finisse, quoi. Je Surtout que comprends. surtout que je n'ai plus aucun service de streaming, donc compliqué. Moi non plus, j'en ai pas. Alors, Sandman ou The Sandman, c'est une série télévisée de fantasy anglo-américaine qui a été créée et coproduite par Alan Heinberg, basée sur la série de romans graphiques du même nom, signée par Neil Gaiman entre 89 et 96 chez DC Comics. C'est donc une adaptation de comics, hein, et ça raconte l'histoire de Morpheus, le roi des rêves, qui se retrouve capturé en 1916 par un occultiste britannique et il va rester emprisonné pendant 106 ans. Et quand il va sortir, bah, c'est la merde et il va falloir qu'il arrive à réparer un petit peu tout ça. Alors Sandman, il y a 2 saisons et c'est une série qui est super bien. Franchement, si tu dois regarder une série adaptée de comics ou un peu onirique ou fantastique, moi je te conseille de regarder Sandman parce que c'est très beau. C'est beau visuellement, c'est beau dans sa narration, les acteurs jouent bien. Il se passe pas grand chose en vrai dedans, c'est très contemplatif, très onirique, mais c'est vachement cool. Les 2 saisons, moi, elles m'ont beaucoup marqué, c'est très visuel, c'est très très chouette. Je vais passer un peu vite dessus parce que sinon on rentre vite dans des spoils, mais mais en gros, tu as tout un univers qui se dévoile avec des concepts, parce que du coup, Morpheus, c'est un concept, c'est le concept des rêves, mais ensuite, il y a le concept de la luxure, il y a le concept de la dépression, il y a le concept de la guerre, etc. Tu as aussi tout un truc autour de la religion, puisqu'il y a Lucifer, il y a de la féerie aussi, et tout ça se passe dans un monde à la fois moderne, mais en même temps des flashbacks dans le passé. Enfin, c'est très très chouette. Et d'ailleurs, dans la 2e saison, il y a le retour d'un acteur qui avait arrêté sa carrière parce que les gens trouvaient qu'il était trop bon et ne comprenaient pas que c'était un rôle, puisqu'il y a l'acteur de Joffrey Lannister, Baratheon, pardon, qui joue dans la série. Oh, Après incroyable. 10 ans, je crois, de pause d'acting, et il joue super bien, hein, bien évidemment. Comme d'habitude, son personnage, il a un personnage qui est assez détestable aussi, mais avec quand même un peu de nuance, puisqu'il joue Puck, le personnage de la pièce de Shakespeare. Voilà, c'est pour te dire que tu as vraiment tout un univers qui est très très chouette. Donc, moi, Sandman, je vous le conseille. Alors, malheureusement, la série est arrêtée pour une raison qui est assez logique, puisque son créateur et producteur est accusé de violences sexistes et sexuelles. Et donc, du coup, bah, fatalement, la Warner n'a pas eu très envie de continuer la collaboration avec lui. Donc, fort heureusement, comme la production de la saison 2 était déjà en cours, ils l'ont terminée. Il y a eu une fin, c'est une fin qui est très chouette, en vrai. Mais voilà, il n'y aura pas de saison 3, ni plus que ça derrière. Voilà. Alors qu'à l'inverse, une autre série qui est estampillée DC Comics, qui aurait pu ne jamais avoir de suite, en a eu une, puisque avant de passer au film, on va passer à la dernière série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Peacemaker. Est-ce que tu sais ce que c'est Peacemaker, Clem? Oui, 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 c'est un personnage de comics de DC et Tout à fait, ouais. alors j'ai vu aucun contenu où il est dedans, mais je crois qu'il est pas dans la nouvelle version de la Suicide Squad. Si, tout à fait, Il exactement, ouais. c'est ça, ouais, ouais et du coup, c'est un personnage qui a bien marché parce qu'il y a, comment il s'appelle? Bah, c'est, C'est John John Cena, Cena qui le joue tout à fait, ouais. et voilà, il y a ce côté, bah, c'est surtout parce que la personnalité de John Cena, je pense, a fait marcher le personnage. Alors j'ai pas regardé, hein, mais je pense que l'acteur y est pour beaucoup
Et sinon, ouais. Je sais que ils ont réussi en fait surtout à faire le switch entre l'ancien univers d'ici et le nouveau avec Peacemaker parce que on retrouve le personnage avant et après le switch avec Superman. Ouais. Ça, peut-être que tu arriveras à me le confirmer. Mais je crois qu'ils ont canonisé Peacemaker depuis la Suicide Enfin, en Squad fait, dans le. c'est même, j'ai dire pire que ça. Ah, Euh, Parce que ce qu'il faut ah, savoir, c'est que Peacemaker, c'est une série télévisée américaine qui fait partie du DC. Alors attends, je sais jamais. C'est DCU, je crois. Enfin, en gros, du DC de Snyder, quoi, on va dire. Mais qui est effectivement transposé au. Ah voilà, c'est ça. J'ai trouvé les noms. La première saison de Peacemaker se déroule dans le DC Extended Universe, donc l'ancien DCU voilà, oui, avec Henry par Cavill. Snyder et Henry Cavill, exactement. Et la deuxième saison se déroule dans le DC Universe de James Gunn. Et en fait, moi, c'est là où j'ai un peu de problème avec ça. C'est qu'en fait, c'est du spoil sans être du spoil, mais en gros, à la fin de la saison 1, Peacemaker rencontre Aquaman, Flash, enfin la Justice League, quoi, avec les acteurs en plus de la Justice League. Et en fait, dans la saison 2, il y a tout un précédemment sur qu'est-ce qui s'est passé avant, et à la fin, en fait, bah, il a retourné la scène, il a viré la Justice League du DC Extended Universe pour le remplacer par le Justice Gang de Superman. Donc tu vois, Nathan Fillion, Green Lantern, Hawkgirl, Ah, etc. ok. Et C'est un retcon en fait. en Il a fait, c'est fait un une sorte de retcon. retcon. Et je suis pas hyper fan du concept du Moi non retcon. plus. Je sais pas, il aurait pu, je sais pas, genre juste faire un changement de dimension parce qu'il le fait dans Superman. Bah, Donc exactement. Et d'autant tu prends le plus, personnage, tu le mets ailleurs, quoi. c'est ça. D'autant plus que la thématique de la saison 2 de Peacemaker, c'est les univers parallèles. Alors, à quel moment tu loupes ton sujet en ne pas traitant du fait que ton personnage est dans un autre univers qui vient de se terminer? Il y avait moyen justement de le transposer. Et là où je trouve que c'est pire que tout, c'est qu'en fait, les seuls personnages qui survivent au DC Extended Universe, c'est tous ceux de Gunn en fait. C'est-à-dire que t'as la Amanda Waller de son Suicide Squad, t'as tous les personnages de son Suicide Squad, tous les personnages de Peacemaker, tous les personnages en fait qu'il a créés, lui, sont dans son nouvel univers. Donc je trouve ça d'une faiblesse et d'une paresse scénaristique de juste se dire bon, j'ai la flemme, du coup, ben, on n'a qu'à dire qu'ils ont la même trunch et la même histoire dans l'autre univers. Et le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, moi j'ai suivi la saison 1 de Peacemaker, et quand je commence la saison 2 de Peacemaker, bah du coup, c'est pas le Peacemaker que je connais en fait réellement. Je sais qu'il est tout pareil en tout point, mais moi j'ai envie de savoir ce qui est arrivé à l'autre Peacemaker. Ouais, parce que du coup, ils ont pas du tout le même background, du coup, c'est Bah, ça? non, si, ils ont exactement le même background. C'est ça qui est Ah le oui. pire, c'est qu'ils ont le même background, mais juste pas dans le même univers. Et moi, ça me perturbe beaucoup trop. Alors, au bout d'un moment, je me suis habitué à force, hein. Mais je trouve ça moyen de la part de James Gunn d'avoir fait un truc comme ça. D'autant plus que c'est bizarre que ce soit vraiment que ces mêmes persos qui ont la même tronche, les mêmes backgrounds, le même tout, etc. Donc bon, c'est c'est assez moyen. Après, bon, la saison 2 de Peacemaker, ça parle de quoi? Bah, ça parle d'univers parallèle, de famille, d'Outcast, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes thématiques de Gun. Et on va y revenir à ça aussi. Je vais pas bouder mon plaisir. J'ai bien aimé Peacemaker. La série n'est pas terminée, il reste un épisode, mais j'avais vraiment la flemme. Je pense que j'en aurais pas parlé si on avait attendu. L'épisode, il sort dans 5 jours en plus. Mais c'est que j'ai l'impression que... j'aime bien, hein, mais j'ai l'impression que Gun fait toujours la même chose. Mais vraiment toujours systématiquement la même chose. Même en termes de réalisation, de manière qu'il a d'enchaîner les trucs, c'est toujours pareil. C'est t'as un perso qui dit un truc intelligent, un autre perso qui fait une grosse vanne qui a rien à voir, l'autre perso qui va le vanner en retour en essayant de revenir au sujet principal et en donnant des informations, puis ensuite une blague de cul ou que sais-je, ensuite gros clip, puis ensuite ça recommence, tac 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 tac, gros clip musical j'entends. Et en fait, on voit les ficelles tout le temps. Et autant c'était pas problématique, je pense, sur les Gardiens de la Galaxie ou sur Suicide Squad. euh, mais là, ça commence à faire beaucoup parce que c'est lui qui est en charge du DCU. Et si tous les films du DCU ressemblent à du James Gunn, bah moi je sais que ça va me saouler à force en fait. Je pense que j'en aurais très très vite marre. Non pas que ce soit pas bon, mais j'aimerais bien qu'on me propose autre chose. Et là, clairement, Peacemaker, bah, c'est sympatoche,
Mais je pense que j'aurais oublié dans 6 mois, j'aurais oublié ce qui s'est passé dedans, quoi. Parce que les Peacemakers, c'est les gardiens de la galaxie, mais avec du sang et des gros mots, quoi, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Et du coup, sur ce petit fond de sel, je te propose de passer au prochain film, Alors, même premier film, au du coup, premier pas film, le pardon, prochain. puisque Eh on oui. va parler de Superman. Ah, Ah oui, t'as vu très ça, bonne cette transition. transition qui est incroyable. Oh là là, ça, c'est 6 ans de tout et de Ah bah rien. là, C'est on est au haut niveau. Donc Superman de le 2025 top réalisé du par top. James Gunn, premier James film Gunn. du DC Universe. Je l'ai vu, ça, Euh, je peux en parler. Ça, tu vas pouvoir en parler, effectivement. Donc, en gros, le concept, c'est le suivant, c'est que, voilà, on est de nos jours, les méta-humains sont sur Terre. Superman, c'est le plus fort des méta-humains. Ça, c'est sûr. Sauf que là, il vient de se prendre une grosse dérouillée de la part d'un mec. Un mec qui a l'air d'être contrôlé par l'infâme Lex Luthor. Superman arrivera-t-il donc à trouver l'identité secrète de cette personne, tout en arrivant à concilier ses origines kryptoniennes et sa vie de couple avec Lois Lane et à mettre Lex Luthor en prison? Pour cela, vous le saurez en regardant Superman de 2025. Je précise de 2025 parce que le film s'appelle juste Superman. Voilà. Alors, du coup, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ton point de vue sur Superman, Clément? Ouais, parce qu'en plus, je crois que l'année dernière, je m'étais refait le Snyderverse, les 3 premiers. Ouais. Pas les 3 seuls d'ailleurs, finalement. Oui, en fait, finalement, le Les 3 premiers, Snyderverse oui, est très finalement, les court, 3 hein. seuls. Oui, oui. Ah, très court si tu prends en compte que la Justice League de Snyder fait 4 heures. Bon, c'est pas très C'est court, vrai, tu c'est vois, vrai, non c'est vrai. plus. Et du coup, concernant ce Superman, bah, j'étais agréablement surpris. Bah, de toute façon, bah, s'il faut juste parler du visuel, déjà, juste visuel, musique. Enfin, l'aspect esthétique, on va dire, ça marche, parce qu'on est en 2025 et que c'est le minimum syndical. Donc, j'ai pas vu d'effets spéciaux qui bavaient trop par rapport à certaines productions Marvel de C'est ces vrai, dernières années. c'est vrai, c'est vrai. Ant-Man 3. Et donc là, pour le coup, bon, tu sens qu'il y a eu le budget quand même qui a été mis parce que bah, c'est le film qui allait décider un petit peu de l'avenir de James Gunn, je pense, euh, au- chez DC. Et j'ai aussi bien aimé le fait alors ils le font un petit peu, mais bah, ils nous refont pas une origin story, tu vois, ça y est, c'est fini ça en fait. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup, tous ces gros super-héros qu'on connaît depuis 100 ans bientôt. C'est fini les origin story, donc là on nous bassine pas trop avec, même si du coup ses parents sont un point central du scénario, puisqu'à un moment donné, sans spoiler, Lex Luthor va faire un truc pour ramener ses parents sur le devant de la scène et faire un petit switch de paradigme. Euh, j'ai bien aimé le chien, parce que là, pour le coup, James Gunn, alors ça, c'est l'avantage de James Gunn, enfin, l'avantage, et ça vient des Gardiens de la Galaxie, c'est qu'il prend le comics au pied de la lettre. ouais. C'est qu'il dit, OK, dans le comics, il y a un raton laveur qui parle, je vais mettre un raton Interviewer laveur qui qui parle parle. dans mon film. Il y a un chien qui vole et qui est super fort, et ben, je vais mettre le chien qui vole qui est super fort. S'ils l'ont mis dans les comics, je vais le mettre dans mon film. Donc ça, pour le coup, c'est plus comics, pas proche du comics, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens, ça peut dérouter beaucoup de gens qui sont pas habitués à lire Ouais. les comics, mais du coup, ça rend le film un peu plus, alors, on va pas dire unique par rapport aux autres films Superman, mais ça le cadre plus dans un univers justement comics Ouais. pur, quoi. Oui, c'est très. C'est vraiment, on y va à fond, quoi. C'est On y ça. va à fond. Il y a des kaiju dans Metropolis. Il y a des kaiju dans Metropolis. Tous les 4 matins, voilà, il va affronter des kaiju. C'est ce que tu lirais dans un comic Superman, de toute Tout à façon. fait, ouais. Tout à Parce fait. que là, en plus, c'est pas vraiment ce qu'a fait Snyder quand lui, il a plutôt fait le comics plutôt Injustice, la Ouais. mort de Superman. Il est vraiment dans le côté sombre de DC. Là, tu sens qu'il va reprendre le côté très coloré et vraiment, Ouais, c'est le voilà, Silver c'est très Age, je grand. crois, de DC, il me semble. Ouais, c'est ça. Plus Surtout qui... qu'il a bien remis le slibard enfin, Ouais, il lui a dessus. remis son slibard. Le, Voilà, le pour costume, bien le dire, costume est voilà, chouette en là, vrai. Ça, y a... le costume passe bien. ouais. Comme quoi, le slibard en 2025, ça passe, hein. Ça passe, hein. C'est Pour le coup, de j'ai pas retour été à la choqué, mode, hein. hein. Ça passe très très bien, hein. Mais sinon, côté scénario, bah, je vais te laisser donner ton avis, puis après on parlera sans trop spoiler un Ok, peu du ça scénario. marche.
Parce que là, il y a eu pas mal de polémiques autour du scénario, justement. Alors moi, le scénario, dans l'ensemble, je pense que j'ai bien aimé. En fait, je vais me permettre de diviser le film en deux parties. J'ai bien aimé toute la première partie, que j'ai trouvé très très chouette, avec des très bonnes scènes, notamment la scène d'interview de Lois Lane qui est super. Des trucs qui sont visuellement très très beaux, le combat contre le kaiju, le fait qu'il sauve un écureuil, etc. Et j'ai moins aimé la deuxième partie, parce que je trouve qu'à partir du moment où le film a délivré son message, qui est un très beau message, soit dit en passant, parce que le message, c'est ni plus ni moins que c'est cool d'avoir de l'espoir et de ne pas être aigri par la vie ni quoi que ce soit. C'est très lumineux en fait comme message. Je sais plus, c'est Hope is a new punk, je crois, ou un truc comme ça, ce qu'il dit en anglais. Mais après, au-delà de ça, je trouve que dans la deuxième moitié, ça redevient justement le combat CGI. Ouais, quand ils sont dans les dimensions, Ouais, dans justement. les dimensions. En fait, Pas trop en dire, à mais partir du moment où il est dans l'autre dimension et jusqu'à la fin, c'est du combat, mais du combat qui est pas aussi bien filmé que Snyder l'avait filmé à ah non, son c'est époque. vrai. Je trouve que Ça, c'est assez mou en termes de combat, mais le scénario après lui est chouette. Alors moi j'ai bien aimé justement cette idée qu'il faille remettre un peu sur le devant de la scène le fait que c'est chouette d'avoir de l'espoir et c'est chouette d'être bienveillant, que c'est pas grave de croire en l'amour et d'être un bisounours. Et je trouve ça aussi chouette que le film il est sorti. Alors apparemment c'est un hasard, mais le film est sorti à un moment donné où il y a ce qui se passe au Proche-Orient à l'heure actuelle. Je sais pas trop dans quelle mesure on peut se faire censurer sur Twitch, donc, beaucoup. donc on va pas en dire plus. Mais le film apporte une métaphore bienveillante, on va dire, sur un certain pays qui attaque un certain endroit au bord de la mer avec un milliardaire qui aimerait en faire un lieu de villégiature, casino, etc. et qui travaille en sous-main avec ce dit État en question. Donc vous l'aurez compris, dans ma métaphore un peu subtile, il y a vraiment une connexion à faire avec maintenant. Alors le truc c'est que le film il a été écrit avant les événements de ce qui se passe aujourd'hui, et apparemment il ressemble beaucoup au scénario du premier Superman des années 70-80 il me semble. Donc c'est un hasard, mais c'est un hasard qui tombe juste, je trouve, et qui permet aussi d'ancrer le film, malgré son côté super-héroïque, dans le réel d'une certaine manière. Maintenant, cela dit, je trouve que le film manque quand même de subtilité, dans le sens où l'une des thématiques du film, c'est est-ce que en tant en tant que méta-humain, tu as le droit de faire de l'ingérence dans la géopolitique humaine. Et Et je, trou- voilà, c'est ça. Quand je parlais de polémique, c'est ça, en fait. et je trouve que Beaucoup de gens qui ont pas aimé, hein. Man of Steel et Batman v Superman traitaient mieux le sujet Ouais. que ce Superman-là. Alors après, on a un ami commun qui m'a dit, c'est ce très cher Franck, qui m'a dit que, en fait, en vrai, s'il y avait un Superman sur la planète Terre aujourd'hui et qui faisait juste faire obéir aux États les lois votées à l'ONU, normalement, il n'y aurait plus de problème sur la planète. Donc, ça serait effectivement peut-être Oui. une bonne chose. Donc voilà ce que j'en ai pensé. Je sais pas si toi, tu es d'accord plus ou moins avec ce que j'ai dit. Ouais, non, ça va, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a deux, trois trucs dans les combats, enfin, de mise en scène. Je trouve que le film, par rapport à Batman v Superman, fait une autre approche de Lex Luthor aussi. Oui, Où là, dans qui est Batman v intéressant. Superman, on avait juste un Lex Luthor calculateur et qui, pour le coup, découvrait en plus les méta-humains, donc il les connaissait pas. Donc il a vite fait Ouais. bricoler un plan pour essayer de tuer Superman. Enfin, même de se débarrasser de deux en même temps, en fait. Et là, dans ce film, tu sens que c'est du coup un Lex Luthor qui connaît Superman depuis très longtemps. Et le film, en fait, n'a même pas besoin de te raconter le passif entre les deux, tu le comprends. Et on voit ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, Lex Luthor, il a tellement combattu Superman que du coup, il a un système de code avec Ouais. le méchant qui contrôle à distance pour justement le combattre. Et j'ai trouvé c'est très intéressant. Je sais pas si c'est dans les comics. L'idée est Mais intéressante je et en trouve même une temps, astuce de mise en scène. Donc en fait, tu as vraiment Lex Luthor qui combat Superman sans que ce soit lui qui le combatte. ouais, Donc ça les remet plus en confrontation en directe tous les deux. confrontation. L'idée est intéressante, mais en vrai, elle tient pas tant debout que ça, parce que le temps qu'il donne ses ordres au mec de taper sur un Oui, clavier, normalement normalement, Superman Superman le défonce, le mec, parce que le t'as défonce. pas le temps de réagir. Mais je crois que dans le deuxième, il va avoir une armure de combat ou un truc comme ça, donc il y aura peut-être un truc peut-être plus
plus logique pour qu'il puisse lui tenir tête. Mais oui, après, le concept était assez rigolo. Quand je l'ai vu au cinéma, j'étais là à faire ah ouais, c'est malin en vrai comme truc. C'est Euh, vrai. Bah, je pense que pour résumer, c'est un film qui se regarde, tu passes un bon moment, tu vas pas non plus oui, c'est prendre une claque. un film C'est pas familial, Man je of trouve. Steel. Ouais. Voilà, c'est pas Man of Steel où à l'époque en 2013, Moi, j'avais pris une claque sur les Man of combats de Steel Man quand of même. Steel à la fin, tu te prends une claque, vraiment. Ouais. Parce que pour le coup, les coups, tu les ressens. Tu vois, c'est très terre à terre en plus, c'est vraiment dans la ville. Et tu prends beaucoup plus de plaisir à regarder les combats encore aujourd'hui de Man of Steel que de ce Superman, quoi. Ouais, c'est clair, c'est Et clair. même dans Batman v Superman, quand je l'ai revu, tu ressens encore les coups de Batman quand il met des grosses patates à Superman. Ouais, je trouve que Voilà. Ah, la manière dont c'est filmé, le sound design est beaucoup plus fort, je trouve, dans le Snyderverse, ouais. où tu ressens effectivement les coups. Ma grosse déception, ça aurait été du Snyder, enfin, j'en ai plein sur le Snyderverse de grosses déceptions. Ça aurait été de se dire que j'aurais bien voulu avoir plus de Luthor pour voir ce que Jesse Eisenberg aurait vraiment pu donner par la suite. Bah, Mais c'était censé être prévu, je crois, bah dans ouais, les normalement, suites, dans les suites, ouais. qui n'y a jamais eu lieu, Mais du qui coup, n'auront malheureusement. jamais eu lieu. Après, cela dit, Nicolas Hoult fait de l'excellent boulot. Et Ouais, son c'est vrai qu'on Lex n'a pas Luthor parlé est une on sorte n'a pas parlé de de. l'acting, On n'a mais pas parlé de l'acting. Son Lex Luthor est un peu une sorte d'Elon Musk de l'enfer. Mais ça marche très très bien, je trouve. Il est détestable à souhait. Et ça c'est un marche très très bon très bien. acteur. Très très bon Et il a acteur, ouais. beaucoup bien évolué, là. En plus, bah, je l'ai revu dans... Parce que du coup, un de ses tout premiers rôles, en fait, dans un grand film, c'était dans le Mad Max Fury Road. Et oui, c'est vrai, ouais. Il jouait un Il joue un petit boys, Warboy, ouais. il jouait un petit Warboys. Et du coup, ouais, tu vois il a un éventail de rôles assez élevé quand même. Ouais, ouais, très très bon acteur. Pareil, Pour le coup, Nathan. Superman, il passe bien. Je trouve que l'acteur de Superman, Il j'ai passe pas très son bien. nom, David parce que il Corenswet est... passe très très Ouais, bien. je sais pas ce qu'il a fait avant, mais pour le coup, il a la gueule de Superman. Souvent, les gens ils disent ouais, on pourra jamais passer après cet acteur, mais si, tu peux toujours. Tu peux toujours Il y passer après un avait acteur, oui, c'est avant Henry pas. Cavill, il y avait des bons Superman. Après Henry Cavill, il y en aura toujours, Bien sûr. parce que voilà. Bah, il a pas joué dans grand Bon, chose même tiens, avant ce mec-là. Et là, pareil, Lois si tu prends un Lane peu, joue très ouais, très bien ouais, aussi. C'est Rachel ouais. Brosnahan. Et puis sinon, t'as Nathan Fillon aussi qui est rigolo. Voilà, en Green Lantern. Ouais. Donc, Oui, c'est vrai qu'on a eu un Green Lantern dans ce on a eu film. un Green Lantern dans ce film. Ce qui est marrant, Peut-être, c'est c'est peut-être pas le marrant, meilleur celui-là. Green Lantern, mais C'est peut-être pas celui-là qu'il fallait choisir dans l'univers d'ici que tu avais à voilà, c'est disposition, ça. mais Peut-être que c'était. Voilà, mais bon, écoute, c'est James Gunn, quoi. ouais, Voilà, donc il ouais, a pris tous les outsiders. en vrai, si vous avez l'occasion de regarder Superman, regardez. Je trouve que ça se laisse regarder, à voir ce que ça donnera sur le reste du nouveau DC Universe. Est-ce que Gunn arrivera à arrêter de faire du Gunn? Telle est la question, parce que même si ce film est bien, ça reste quand même du James Gunn Oui. dans les vannes, etc. On est toujours un peu sur le même contexte. Et en parlant de quelqu'un qui fait toujours la même chose, je vous propose qu'on parle des 4 Fantastiques. Est-ce que tu l'as vu finalement ou pas Non, je Non. ne l'ai pas vu. Alors on va passer très vite dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, Ouais, c'est du Marvel, quoi. Je peux parler de Marvel, c'est, tu vois, comme à chaque fois, de toute façon, finalement. J'ai pas de choses à dire sur Marvel, mais Ouais, non, mais Marvel, là, c'est vraiment. Alors, en fait, c'est pas mauvais en soi. J'arrive même pas à trouver. C'est Fantastic Four First Step, c'est ça. Fantastic Four First Step. Voilà. En fait, c'est pas que c'est mauvais, c'est que je me suis ennuyé devant ce film. Oh là là, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est nul. Enfin, nul, dans le sens où y a rien, quoi, il se passe rien. alors Euh, qu'ils arrivent à faire ça, alors qu'ils ont Galactus et le Silver Surfer, Mais quoi. oui, c'est ça. Alors, Non. alors l'esthétique du film, comme vous le voyez sur la bande-annonce, est très en mode années 50, Fallout, etc. Super, c'est chouette ce que vous avez fait, les gars. Ça ne sert à rien dans le scénario. Vraiment, ça aurait pu être sur notre monde, ça aurait été pareil. Ça aurait été exactement la même chose. Parce que Fantastic Four, pareil, on s'embête pas avec la naissance des héros, etc. Ils sont juste là, et c'est eux qui gèrent sur leur monde, qui est la Terre 828, plus ou moins, je crois que c'est ça, il me semble. Et le truc, c'est qu'un jour, tu as la Silver Surfeuse qui arrive et qui leur dit que Galactus va arriver et il va tous les tuer et qu'ils peuvent rien faire. Alors là, il y a la Torche qui essaye de l'arrêter. Alors, soit en passant, il tombe amoureux de la Silver Surfeuse. Voilà. Alors, c'est la meilleure storyline du film. Voilà. Ah oui, j'avais oublié de dire, Madame Fantastique est enceinte, du coup. Et alors, tous ces héros se disent, on va partir dans l'espace et on va aller voir Galactus et négocier avec lui. Alors, du coup, ils vont voir Galactus. Et Galactus leur dit, ok, il n'y a pas de souci, je détruis pas la Terre, par contre, je prends votre enfant.
Alors du coup, à ton avis, ils vont faire quoi? Ils vont dire non. Et ils vont dire non, exactement. Donc ils reviennent sur Terre et ils disent quoi aux Terriens sur Terre? Vous allez tous crever. Voilà, ils leur disent non, mais en fait, Ça, c'est fou, j'ai pas vu le film, je il a connais demandé ça. notre enfant, du coup, on a dit non. Alors, du coup, les Terriens, ils réagissent comment? Bah, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Mais ils sont pas contents 10 minutes dans le film, parce qu'après, il y a Madame Fantastique, la femme invisible, pardon, qui vient les voir et qui leur dit écoutez, on est tous une grande famille sur Terre, et c'est pour ça que j'ai pas donné mon bébé, mais on va s'en sortir tous ensemble, les mains dans les mains. Non, dans la réalité, elle se fait lyncher, ils prennent son bébé de force et ils le donnent à Galactus, et ils sont tous sauvés. Parce que là où Superman gérait bien, je trouve, le côté un peu naïf, ça fonctionne. Là, non. Parce qu'un humain, même dans un comic, ça reste un humain. Ils sont pas débiles. Non plus, d'ailleurs, Galactus est complètement débile aussi. On parlera pas de pourquoi il est débile. Mais ce film, qui se passant dans un univers alternatif, aurait pu avoir des conséquences. Comme par exemple, Galactus aurait pu détruire la planète Terre. Et du coup, forçant les 4 Fantastiques à partir dans notre monde, exilés avec le traumatisme d'avoir perdu leur monde à cause d'eux. Mais non, en fait, là, ils arrivent à vaincre Galactus comme ça, grâce à un piège à souris. Je sais pas, une blague. Et tout est bien qui finit bien. Donc ce film est pas bon, en fait. Enfin, il y a eu pire dans le Marvel Cinematic Universe, il y a eu largement pire. Mais c'est pas parce qu'il y a pire que ça fait de ce film un bon film, en fait. Même les acteurs, ils croient pas. Pedro Pascal, il y croit pas. Tu sens qu'il est. Vanessa Kirby, pareil. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout d'être dedans. Donc, ouais, non, regardez pas les 4 Fantastiques. Ça ne sert à rien. Ce film ne sert à rien. Le MCU est mort, je pense, depuis très longtemps maintenant. Donc, je pense qu'il faut l'accepter. Voilà. Je vous avais dit, je suis allé très très vite dessus. Et en parlant d'une autre franchise qui est décédée, hop. Oh, regardez-moi ça, des scientifiques dans une base top secrète. Je me demande bien ce qu'il y a dans dans ce truc. Là aussi, je l'ai vu, j'ai des choses à dire. Donc, bien évidemment, je suis Yes. désespéré. Jurassic World Rebirth. Donc, le 4e opus de la saga Jurassic World, tuez-moi, je vous en supplie. Au secours. Au secours, au secours. Réalisé par Gareth Edwards, ça c'est bien, pourquoi pas, avec Sarah Johnson, Marcella Ali. Ça a servi à quoi? À rien. En vrai, il y a un très bon casting dedans. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ouais. Mais alors, je vais commencer. Je vais commencer déjà par dire le synopsis et après j'essaierai de dire des trucs positifs dessus. Alors, le synopsis, Moi aussi, c'est j'ai des trucs à dire. dans le de nos jours, quoi, et les dinos sur la planète Terre meurent parce qu'ils sont pas faits pour notre environnement. Donc ça retconne le 3e opus déjà, mais bon, ça, à la limite, comme il était nul, c'est pas si grave que ça pour le moment. Donc, une mercenaire jouée par Scarlett Johansson est approchée par une méchante entreprise pharmaceutique qui veut retourner sur une île avec des dinosaures qui n'est ni Isla Sorna ni Isla Nubla. C'est une 3e île parce que pourquoi pas. Où sur place ils doivent récupérer du sang de 3 dinosaures, donc à savoir un ptérosaure qui n'est pas un dinosaure, un mosasaure qui n'est pas un dinosaure, et un gigantosaurus qui lui est un dinosaure, ça c'est ok. Mais vous allez dire qu'on pinaille, mais bon, voilà. Et donc, du coup, ils prennent un bateau avec des mercenaires. Et du coup, ils vont sur l'île pour faire leur business. Sauf que s'il n'y avait pas eu une petite famille, on aurait eu du mal à s'attacher à ces mercenaires. Donc, en même temps, il y a un papa qui a décidé d'emmener en bateau ses enfants et son beau-fils pile au seul endroit où il peut y avoir des dinosaures, alors que tout le monde le sait qu'il y a des dinosaures. Donc, ces deux petits groupes-là vont se retrouver ensemble et vont devoir survivre dans la jungle, infestés de dinosaures, mais aussi d'horribles dinos mutants, parce qu'en fait, une autre entreprise avait décidé de mener des expériences sur cette île et ont créé peut-être l'un des dinosaures les plus terribles qu'il soit, le Alienosaurus. Je sais pas comment il s'appelle. Non, le D-Rex. Le D-Rex. Voilà. Ah oui, le D-Rex. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par le point le plus positif de ce film, c'est que Gareth Edwards est un très bon réalisateur et que les scènes d'action sont bien faites, spécialement celles dans la mer, avec le combat contre le mosasaure et le mosasaure et les spinosaures, qui sont très très bien faits. Le film, je suis content de l'avoir vu au cinéma juste pour cette scène-là. J'ai ressenti une vraie tension quand les gamins sont sur leur coque de noix avec le mosasaure qui leur tourne sourd. Là, je me suis dit, ok, ils vont juste crever. Puis après, voilà. Alors peut-être que la scène du T-Rex dans la rivière. La scène du T-Rex dans la rivière était cool, même si. Ils font nager le T-Rex, c'est cool. Ouais, ça c'est vrai, c'est cool. Je suis d'accord. Même si ils auraient dû mourir 20 fois. Voilà, ils auraient dû mourir 20 fois. Et il y a un gros désavantage, je vais en parler maintenant parce que je pense qu'après je vais oublier. C'est qu'en fait, j'en ai marre que des humains n'entendent pas des dinosaures.
parce qu'il y a une scène où ils arrivent dans un champ, c'est bourré de gigantosaurus, ils ne les entendent pas. Du coup, ça te crée une scène de Ils les voient panique. pas surtout. Ils les voient pas, c'est des Le truc qui fait 40 gigantosaurus, mètres. putain. Ils entendent pas le Quetzalcoatl qui arrive dans la grotte à un moment donné. On va en parler de cette grotte, mais c'est un enfer. Le T-Rex qui est littéralement, il fait la taille de Godzilla. Les personnages ne l'entendent pas arriver. Mon Dieu, mais comment c'est possible? Et enfin, le T-Rex est capable de se téléporter et de devenir invisible, puisqu'il y a une scène où elle gonfle, une des gamines gonfle un bateau devant le T-Rex, le bateau tombe, le T-Rex n'est plus là. Et ils sont tous là à faire « Mon Dieu, mais où est-ce qu'il est passé ?» C'est un T-Rex, vous le voyez forcément, le truc fait 4 mètres de haut. Donc, en fait, moi, ma suspension constante de l'incrédulité, elle meurt à petit bout par petit bout, ce qui fait que ce film, il est pas bien. Il est pas bien, mais il est toujours mieux que Jurassic World 2, qui était vraiment nul, et Jurassic World 3, qui était vraiment... Blah. Mais en fait, encore une fois, c'est pas parce qu'un film est pas bleu ou pas blah que ça en fait un bon film. Sur ce, Ah ouais, non, je vais saler ma nourriture avec tout le sel que j'ai récupéré. Je te laisse nous dire ce que t'en as pensé, Clément. Ouais, en fait, à part le visuel, j'ai pas vraiment passé un bon moment devant. Ouais. Il y a 2-3 scènes d'action, voilà, qui font une bonne idée. Mais moi, ce qui m'a posé problème dans ce film, un des plus gros trucs qui m'a posé problème, c'est à la fois ils essayent de se remettre à jour d'un point de vue de la réalité scientifique avec les visuels de pas mal de dinos, notamment les spinosaures qu'ils ont remis à jour. Allez voir la chronique sur les dinosaures, sur ce que j'ai enfin. fait sur les dinosaures, sur comment ils ont évolué physiquement, en tout cas dans notre perception de leur physique. Donc là, les spinosaures sont très bien. À côté, tu as toujours un mosasaure de 20 mètres, alors que bon, Ouais, ça, à il chaque faisait fois, 6 c'est mètres. vraiment. Faut C'est pas sûr. exagérer, quoi. Bon, ça, écoute, ça, on passe. Mais à côté, comme tu l'as dit en intro, voilà, ils appellent encore le mosasaure un dinosaure, alors que c'en est pas un. Le ptérosaure, c'est toujours pas un dinosaure. Ça leur coûtait rien, en plus, de dire, oui. voilà, on va voir ça leur coûtait rien. Et en plus, ça permettait de... parce que les gens, la culture des gens sur les dinosaures, c'est cette saga. Oui. Ils connaissent que ça. Donc en fait, ils vont se baser là-dessus avec des vélociraptors de 3 mètres de haut, alors qu'en fait, ça fait 14 kilos. C'est la taille d'un Ça chien. fait la taille d'un poulet. Donc forcément, après, les gens, ils ont une idée fausse. Alors les gens disent, on s'en fout, c'était il y a 60 millions d'années. Ouais, mais quand même, je pense que c'est des trucs qui mieux comprendre le passé pour comprendre le Oui, futur. voilà, c'est ça, c'est des questions de culture, quoi, en fait, à un moment Ouais, donné. c'est culture générale, mais aussi, ça peut être important. Mais bref, je divague un petit peu. Mais surtout aussi, moi, ce qui m'a vraiment énervé dans le film, finalement, c'est que déjà, le scénario, il sert à rien. Ouais. Vraiment. Il y en a En fait, pas, ce qui m'a... En fait, c'est fou parce que je me suis fait la réflexion, parce que je ne l'ai pas vu tout seul, le film. On s'est fait la réflexion à deux. Chaque dialogue de ce film n'aboutit à rien et n'a aucun sens. En fait, tu aurais pu faire un film muet. Franchement, hein. Chaque dialogue du film ne sert à rien. La mercenaire, elle se fait convaincre par le paléontologue. On peut faire un vaccin et sauver le monde entier. Elle est convaincue en 2 phrases, alors qu'elle est censée être une mercenaire convaincue qui pense qu'au fric, normalement. Le Direx, je pense que je vais directement en parler parce que ça me titille. Il est infernal, ce Direx. Il sert à rien. Ouais. Tu l'enlèves du film, ça change pas le scénario. En fait, moi, tu le remplaces par un dinosaure normal, c'est ok, quoi, en fait. Ouais. Mais bon, c'est un T-Rex, ça fait plus peur maintenant. Plus personne n'a peur du T-Rex. Surtout que finalement, le T-Rex ne fait rien puisque le personnage du scientifique, on va spoiler, je m'en fous. Je sais pas si on s'en fout. On peut spoiler, c'est du Spoilons. Spoiler, Scarlett Johansson est vivante à la fin. Et le petit scientifique là, le petit bisounours là qui... Non, c'est pas lui. C'est qui déjà? Il y a un personnage qui fait diversion avec le Direx à la fin. Oui, c'est Marshamala Ali, c'est le deuxième mercenaire. Voilà, et il ne c'est lui, décède c'est le deuxième pas. mercenaire qui aurait pu crever, il ne meurt pas. Non. Il est nez à nez avec le Direx, il a fait diversion pour sauver les autres, et ça va, il peut mourir, voilà, il a fait une petite rédemption, un truc. Bah non, même pas. Il le retrouve plus tard dans la flotte. Coucou, bien. Je suis là. En fait, j'ai réussi à m'enfuir finalement. Puis En fait, je lui ai soufflé sur le nez et il est parti. Puis cette idée à la fin, ils sont sur un canoë au milieu de l'océan, ils sont en mode on s'en est bien sorti. Bah non, parce qu'il y a toujours les 12 spinosaures qui vous attendent et le mosasaure. Ouais. Donc en fait, dans la réalité, vous êtes, ils sont toujours là, morts, ils sont toujours là, les mecs. Ils sont pas partis. Oui.
Non, puis en fait, le Direx, ils en ont fait tout un pataquès déjà dans l'intro. L'intro, elle est cool. Là, on la voit là dans la Après, c'est un bande-annonce. Twix qui pose problème dans le. Oui, c'est ça. C'est un Enfin, et à sneaker. un moment donné, t'es dirigeant d'une base. C'est pas parce Voilà, qu'un tu manges Twix pas un sneaker tu dans manges. Et un. puis, normalement, ton système de sécurité est suffisamment fiable pour éviter de tomber entièrement en panne s'il y a une porte qui aspire un bout de Ouais. sneakers, quoi. Enfin, qui Mais au laisse niveau des passer ça en couleurs, tu vois, scénario, quoi. il y Après, avait au un niveau joli visuel, c'est contraste. cool, et je les contre. Voilà. Mais de toute façon, la réal C'est la pour ça réal que je est dis que belle, c'est hein. cool. Le film en soi est Mais très en beau. fait, entre l'intro du Direx et la bande-annonce, quand il y avait la com du film, je pensais que le film allait tourner autour de ce mutant, en fait. En fait, pas Je du tout. pensais qu'on allait nous dire, tu vois, moi dans ma tête, je disais, ouais, ils ont fait des hybrides avec des humains, ils ont fait des trucs, ils ont rajouté de l'ADN humain Ça aurait été vraiment horrifique pour le coup, ouais. dans des dinos. Mais tu vois, ouais, je pensais qu'on allait partir là-dessus, mais en fait, non. C'est un scénario de jeu vidéo en 3 étapes, et à la fin, il y a un Oui. boss de fin. Ouais, c'est clairement du Il jeu se vidéo. passe rien, le scénario est nul à Et chier. puis, Euh, Et puis ce temple Maya là. voilà, exactement. Je voulais en parler. Le temple Maya. Je te laisse y aller. Attends, mais quel enfer ce temple Maya. Attends, parce que. Alors, juste pour les auditeurs, je vous remets dans le contexte. En gros, ils doivent prendre du sang de Quetzalcoatl qui sont sur une falaise. Donc voilà, ça c'est la falaise qui est là. Donc il y a un trou dans la falaise. On va dire que ça c'est le trou. Du coup, ils descendent en rappel. Ils vont prendre de l'ADN dans des œufs parce que les œufs ça marche finalement apparemment, alors qu'au début fallait que ce soit le plus gros dinosaure à chaque fois. Mais les œufs ça fonctionne. Allez, pourquoi pas. Soyons fous. Puis en fait dans cette grotte il y a un temple Maya. Et là vous vous dites mais pourquoi il y a un temple Maya ou aztèque, enfin précolombien quoi en gros. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il est obligé d'y avoir un temple Maya. Parce que le héros va tomber du haut de la structure sans rappel, sans sortir vivant parce qu'il est amorti par des feuilles mortes et de l'eau, et que en parallèle, ceux qui sont en haut trouvent un escalier qui leur permette de descendre tout en bas pour récupérer le héros, pendant que Scarlett Johansson, elle, descend en rappel tout en bas, et que l'injection de sang arrive en parachute au pied du héros. Et en fait, tout ça, le temple n'existe que pour que les personnages se retrouvent à la fin sans qu'on passe une demi-heure pour expliquer comment ils se sont retrouvés. Et en fait, ça, moi, à partir du moment où j'ai vu ça, j'ai ri dans le film déjà, et après j'ai arrêté d'y croire. Parce que déjà, 1, il est mort en tombant de 50 mètres de haut normalement, 2, il n'y a pas de temple Maya, et 3, vous faites tous dévorer par le Quetzalcoatl, et c'est finito. Alors que, franchement, dans la même veine que la scène avec le mosasaure et le truc un peu épique en bateau, pourquoi vous n'avez pas fait une scène où les mecs font du wingsuit avec le Quetzalcoatl pour leur sauter dessus, par exemple? Ça aurait été une scène de dingue, en mode un peu GoPro et tout, ça aurait été très stylé. Et là, non, c'est descente en rappel de merde, où les personnages secondaires se font bouffer les uns après les autres. Les héros, eux, ils ont un passe-droit parce que c'est les héros. Même à la fin, tu l'as dit, le deuxième mercenaire gentil, il survit parce que c'est le mercenaire gentil. Et en fait, il y en a marre, juste. C'est pas si compliqué que ça d'écrire un bon truc. Là, vous arrivez à le filmer bien déjà, alors essayez de l'écrire bien, quoi. Merde. Et tu sais pourquoi il y a un temple Maya aussi? Parce qu'il y a le Quetzalcoatlus, qui est une Ouais. référence au Quetzalcoatl, le dieu aztèque. serpent, Ouais. le dieu aztèque. J'en peux plus de ces gens. T'as vu, il y a une référence dans la référence. Vous avez vu, on sait d'où ça vient le mot Quetzalcoatl. On n'est pas con, hein. Il y en a vraiment. Mais bon, ça reste un dinosaure, mais non. Tu vois, ils s'embêtent à faire des rêves dans des rêves, mais ils sont pas capables de dire reptile volant. C'est trop compliqué. Mais bien sûr, mais ça. Et surtout ça que me bon, tue. surtout qu'en plus, ouais, ils auraient pu prendre vraiment 3 vraiment dinosaures, tu vois, genre. Oui, t'as de quoi faire. C'est pas comme s'il y avait pas plein de Un dinosaures. T-Rex, un gigantosaure et je sais pas moi, un Triceratops. Ça aurait pu être marrant d'essayer qu'ils affrontent un putain de char d'assaut, tu vois. Et non, il fallait faire terre, mer et air. Parce que c'est comme dans un jeu vidéo, c'est des paysages, c'est des étapes. Le temple de l'eau, le temple de la terre et le temple de l'air. Exactement, tout à fait. C'est vraiment ça. Voilà. Enfin bref, on va pas tirer sur l'ambulance et on va passer. Parce qu'on se donnera rendez-vous au prochain. Exactement, tout à fait. Et on va passer directement au phénomène qui a secoué Netflix et le monde entier cet été, à savoir K-pop Demon Hunter, qui est un film d'animation urbain musical fantastique américain produit par Netflix, qui est d'ailleurs réalisé entre autres par l'équipe
d'animation des derniers Spider-Man qui sont sortis. Ça raconte l'histoire qui est la suivante, c'est que en gros, pour maintenir les démons en enfer, il n'y a que la musique qui peut le faire, et du coup, il y a des élus qui font de la musique pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Et donc, du coup, de nos jours, et ben, ces 3 élus sont les membres d'un groupe de K-pop en Corée. Voilà, donc c'est déjanté, il y a des clips de partout, l'animation est très chouette. En fait, c'est clairement un film d'animation à la slash Arcane, Spider-Man, Dernier Tortue Ninja, etc. C'est cette nouvelle manière de faire de l'animation qui nouvelle, en fait, qui existe déjà depuis pratiquement 10 piges, hein, maintenant, en fait, en réalité. Et donc, du coup, c'est chouettos. Les clips sont sympas, les chansons passent à la radio, même maintenant, d'ailleurs, hein, et c'est un bon petit phénomène, et c'est plutôt chouette d'avoir des trucs comme ça. C'est rafraîchissant, c'est pas con. Pour le coup, le scénario tient debout. Voilà, donc si vous savez pas quoi faire un soir, vous pouvez regarder K-pop Demon Hunter, et après vous aurez envie de bouger comme ça et de chanter toutes ces chansons très entraînantes et très 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 funky. Maintenant, cela dit, j'espère que Sony Pictures Animation va se lancer dans la production du 3e Spider-Man, parce qu'on l'attend de pied ferme, mais de ce que je sais, c'est qu'ils ont fait 2027, non? Ouais, mais ils ont fait une collab avec Netflix pour faire ça, parce qu'apparemment il y a des gros problèmes de prod sur Spider-Man, donc je sais pas ce que ça engage de bien ou non. Donc C'est visiblement ils bizarre qu'il y ont... ait l'air autant parce que les 2 premiers ont été, enfin même le premier a été un phénomène Bah ouais, incroyable. Moi, j'ai vu que le premier pour l'instant. le premier et le deuxième sont J'ai super chouettes, et je sais pas ce qui se passe Ouais, pour que ce soit le bordel, mais apparemment ils ont bien marché. Pourquoi il y a l'équipe pas de d'animation a budget? C'est décidé quoi? de faire une pause et de s'allier à Netflix pour faire ça en attendant. Donc je sais pas ce que fout Sony. Après, Sony fait souvent de la merde, donc voilà. Il fait souvent de la merde, surtout avec Spider-Man. Mais bref, regardez K-pop Demon Hunter, c'est rigolo. Je passe vite dessus puisqu'on va passer au film prochain, qui est le dernier film de Paul Thomas Anderson, qui a notamment réalisé There Will Be Blood. Hop, une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre, donc, avec Leonardo DiCaprio. On a l'impression que je cherche qui est dedans, mais c'est juste que je n'arrive pas à trouver la bonne page. Voilà, qui est donc avec DiCaprio, avec Benicio del Toro, avec Regina Hall-Champin, Teyana Taylor et Chase Infinity. En gros, le concept, c'est le suivant, c'est que on a un personnage qui s'appelle Pat Calhoun, qui est un révolutionnaire d'extrême gauche. Il fait partie du gang des French 75, qui notamment font des actions pour libérer des migrants dans des centres de détention. Il tombe amoureux de la chef de ce groupe qui s'appelle Perfida Beverly Hills, et ensemble ils vont avoir une petite fille. Puis problème, c'est que Perfida Beverly Hills va avoir une relation avec un colonel de l'armée américaine qui est à la base son ennemi, et en fait elle va finir par trahir du coup le gang des French 75, obligeant son conjoint et leur bébé à s'enfuir et à être anonymes. De nos jours, du coup, donc dans le présent, ou dans un présent qui s'en rapproche en tout cas, DiCaprio, du coup, est devenu un mec qui vit dans une caravane. Sa fille est très forte à l'école et tout, et en fait, un jour, l'armée débarque pour l'arrêter lui et sa fille pour une raison inconnue, et donc du coup, sa fille se fait kidnapper, et il va tout faire pour essayer de la secourir, voire même reprendre contact avec ses anciens sbires, anciens membres des French 75. Alors, une bataille après l'autre. Je l'ai vu la semaine dernière, donc c'est tout frais. J'ai à la fois aimé et pas aimé du tout, pour la simple bonne raison que j'ai trouvé le film très étrange, dans le sens où j'arrive pas à comprendre le propos de ce film. C'est-à-dire que c'est un film qui se veut, je pense, profondément être anti-fasciste, anti-extrême droite, puisque les méchants sont des membres du voilà, du KKK, quoi. Et, et les gentils sont des gauchistes révolutionnaires. Mais en même temps, ces mêmes gauchistes révolutionnaires sont tournés constamment en dérision dans le film, à longueur de temps. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas un seul personnage qui est malin ou qui arrive à s'en sortir, à part 2 personnages dont je parlerai tout à l'heure.
Donc j'ai du mal à comprendre quelle est la morale du film. Est-ce que la morale du film, c'est tous les extrêmes se ressemblent et du coup, bah, il faut rester dans le statu quo. Est-ce qu'il n'y a pas de morale dans le film? Est-ce que c'est juste, en fait, le but, c'est de faire un film un peu absurde et rigolo? Si c'est le cas, bah, c'est réussi parce que c'est absurde et rigolo. En même temps aussi, tu as pas mal de VSS dans le film, notamment au début du film, qui en sont très clairement, mais qui sont jamais montrées comme étant ce qu'elles sont, et je trouve ça un peu dommage en 2025 de faire ce genre de choses. Euh, donc, bah, je suis sorti avec un goût un peu étrange de ce film. Après, il est très très bien réalisé, les acteurs jouent très très bien. Il y a des moments de réalisation qui sont superbes, notamment la fuite de DiCaprio sur les toits de la ville, emmené par des skaters qui l'escortent alors que t'as les flics qui sont en dessous. Donc oui, c'est effectivement complètement absurde, mais c'est super bien réalisé. Et t'as aussi une course-poursuite en voiture sur la route 66 qui fait des hauts et des bas comme ça. En fait, la caméra reste toujours au même niveau, donc même quand la voiture descend, la caméra reste en place, c'est un espèce de long plan séquence comme ça, qui fout un peu la gerbe, mais qui permet de se mettre à la place du personnage qui est en train de conduire cette voiture et qui est dans une panique extrême. Donc tu as des bons moments de gloire, de réalisation qui sont très très chouettes. Mais malgré ça, du coup, j'en reste avec un goût assez inachevé. Je vais diviser le film en 3 parties. Tu as une première partie sur le passé que j'ai détesté. Réellement, je pense que j'ai pas du tout aimé ce passage-là. Tu as la deuxième partie sur le présent avec le moment où DiCaprio va essayer de s'enfuir pour pas se faire choper par l'armée américaine, qui est super bien, puisque on y voit notamment le personnage joué par Benicio del Toro, qui est un Mexicain qui fait du karaté et qui en fait a tout un réseau de Mexicains clandestins dans la ville où il se trouve, et ce personnage-là est super fort, et en fait il arrive à faire des trucs de dingue tout le temps, tout en restant très admiratif de DiCaprio, alors que lui-même est nul, mais a la réputation d'être quelqu'un de fort. Voilà, donc dichotomie assez rigolote. Et ensuite, tu as toute une dernière partie qui est sympa, mais sans plus, qui va se passer notamment dans le désert. C'est ce que vous voyez dans la bande-annonce, avec course-poursuite en voiture, etc. Donc voilà, j'aurais envie de vous dire, regardez-le, parce que ça reste quand même un film qui est pas un blockbuster américain de super-héros, blablabla, ou des trucs revus, ou encore un truc de franchise. Ça essaye des choses. C'est quand même un bon réalisateur qui le fait. C'est des bons acteurs qui jouent dedans. Même en VF, ça passe, parce que je l'ai vu en VF, j'ai pas pu le voir en VO. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Peut-être que vous aurez un avis différent de moi pour ce qui est de la première partie de ce film. Je trouve que le film vaut surtout pour la réalisation, la performance de DiCaprio qui est très très bon dedans, et celle de Benicio del Toro qui est aussi très très bonne. Sean Penn joue très très bien aussi. Son personnage est très chelou parce qu'il joue le méchant colonel de l'armée américaine. Et, et voilà, il joue très très bien. Cela dit, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose de très important. Même si c'est jamais dit dans le film, il y a de fortes chances que ce film se passe dans un futur très proche du nôtre, donc à savoir 2-3 ans, dans une Amérique très probablement d'extrême droite, puisque l'extrême droite a l'air d'être au pouvoir, l'armée peut faire des opérations sur le sol américain en prenant des badges de police, ils peuvent shooter des gens dans la rue un peu comme ils veulent. Donc c'est en ça que je me dis que je pense que c'est à la base censé être un pamphlet contre l'administration Trump, mais si c'est le cas, c'est pas superbement bien clair à ce niveau-là. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un film très acceptable. Voilà, voilà. Sur ce, ça va être à toi de prendre le relais, Clément. J'espère De que tu es prendre prêt. la parole sur les prochains La films, parole, les parce derniers qu'on va d'ailleurs. passer sur des films que je ne regarde jamais, puisqu'on va passer sur des films d'horreur, et rien que le fait de mettre la bande-annonce me terrifie. Donc on va commencer par Shaman. Shaman, alors Shaman sorti si je dis pas de bêtises, le 8 août 2025. C'est une coproduction états-unienne et d'Équateur. Alors attends, parce que du coup je voulais dire équatorienne, je sais plus. Je sais pas comment le. Désolé, je ne connais pas l'adjectif pour les productions qui viennent de l'Équateur. Je vais chercher. Puisque le film. Merci. Puisque le film se passe en Équateur. Alors, Équatorien, équatorienne. voilà, équatorien, tout simplement. Alors, de quoi ça parle? En fait, c'est un couple avec un enfant qui sont des missionnaires chrétiens. Alors, je sais plus de quel courant. Je crois que c'est catholique ou protestant, peut-être. Là, pour le coup, je sais pas. Je sais même pas si c'est évoqué. Qui sont donc missionnés en Équateur pour propager la parole du Christ dans un petit village perdu au fin fond des montagnes de l'Équateur. Et
J'ai plutôt bien aimé le film. Je crois que c'est le film des quatre dont j'ai parlé qui a eu le plus petit budget et qui est le moins bien noté d'ailleurs. Parce que alors j'ai les fiches des quatre films sur IMDb. Je crois que c'est le moins bien noté. C'est celui où j'ai pas le je n'ai pas le vue sur le budget. Mais j'ai plutôt bien aimé. Bon, c'est un propos qui est. Le propos du film, en gros, c'est complètement anti-chrétien, puisqu'en fait, dans le scénario, qu'est-ce qui va se passer? Le fils, du coup, de ce couple de missionnaires va se faire posséder, donc c'est un film de possession, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est un film de possession, par une entité démoniaque, mais équatorienne, du coup. Voilà, donc là, c'est un démon d'Amérique centrale qui, Ok. qui va donc posséder l'enfant. Et ils vont se rendre compte finalement que bah, ils peuvent pas le sauver avec leur dieu. Et du coup, ils vont devoir accepter contre leur gré l'aide de chamans Ok. justement du village pour essayer de le sauver. Sauf que tout le film, bah, en fait, ils vont faire en sorte de ne pas recevoir l'aide parce qu'ils sont en aversion totale avec le chaman. C'est un peu comme Parce qu'en fait, ils pensent. l'exorciste, mais version chamanique, Voilà, c'est quoi. ça. Voilà, c'est ça. Sauf que, bah, ils vont, là, tu vois, sur l'affiche, ce personnage qu'on voit, c'est Ouais. censé être le gentil du film, puisque Ok. c'est lui qui va sauver. Mais il a Voilà. l'air très Donc, méchant, en du coup. fait, parce qu'en fait, le film veut te faire croire depuis, en fait, Je vais te faire croire durant que le c'est lui film, le en fait, méchant. on va te faire croire que c'est lui qui a en fait, maudit l'enfant, alors Ok. qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, le film ne fait pas peur. Alors après, c'est parce que je suis Ouais, c'est parce complètement que tu crains pas. vacciné, je ne crains rien. Le film est vraiment tourné en Équateur, donc il y a des très beaux paysages. C'est vraiment tourné dans un petit village Ça, de c'est cool. montagne. Il y a, niveau de mise en scène, il n'y a pas grand-chose parce que moi, alors j'en reparlerai dans les prochains films, mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans les films d'horreur, maintenant, c'est pas d'avoir peur, c'est d'avoir ce sentiment un petit peu de malaise et de tension Ok, ouais. que tu peux recevoir parce que T'es pas là pour maintenant, les jumpscares, quoi. non, parce que les jumpscares, même moi, ça me saoule en fait. Je m'en fous en fait. C'est pas ça qui est intéressant finalement dans un film. Surtout que quand tu es habitué, tu les vois venir à 20 km puisque tu as le violon qui commence à monter. Donc forcément, tu entends le jumpscare. Mais sinon, le film a le mérite d'ap- d'aborder le film de possession d'un autre point de vue. Puisque là, on va du côté du coup d'Amérique Ouais. centrale. Et du coup, là, pour le coup, bah, le dieu chrétien ne peut rien faire, alors que dans tous les autres films de possession, bah, c'est lui qui gagne, quoi, finalement. Il y en a quelques-uns d'ailleurs où Ouais, il c'est perd, rigolo, mais ça, ouais. j'aurais pu dire ouais. Donc voilà, ça c'est pour Shaman. Je pense que Shaman. je peux le conseiller aux amateurs du genre, voilà, qui aiment bien les films de possession et qui veulent voir un truc qui change un petit peu, puisque pour le coup, c'est un cadre. En fait, si tu veux, le cadre en lui-même change puisqu'on ne le voit jamais. Ok. Voilà. Ouais, ça, c'est chouette. Euh, Deuxième film, Together. Together. Allez. Là, j'ai bien aimé. J'avais Là, vu on est la, sur j'avais un vu la autre type. bande-annonce de ce film-là. Le concept a l'air très très Ouais, chouette, mais a l'air terrifiant. Et j'aime beaucoup ouais. les deux acteurs principaux. Mais je le regarderai jamais. J'aurais beaucoup trop peur, je pense. Ouais, pourtant, voilà, encore une fois, s'il n'y a pas un film qui fait peur, c'est du body horror. Donc pour ceux qui ne savent pas, juste avant, c'est un film de possession. Donc, la thématique du film, c'est quelqu'un qui est possédé par une entité démoniaque, un fantôme, une sorcière. Enfin, on s'en fout. Là, pour le coup, c'est du body horror. Donc, c'est de l'horreur et du malaise euh, qui est provoqué par le changement du corps des personnages. Dans les plus connus, il y a The Thing, de Ah oui, mémoire, ou La effectivement, ouais. Mouche Moi ou aussi, la par mouche, ouais. exemple. L'année dernière, il y a eu l'excellent The Substance. The Substance, merci, voilà, qui a un peu tout dévalé sur son passage. Donc ça aussi, c'est un film à très petit budget, puisqu'on est sur 3,5 millions de budget, mais il a bien marché, puisqu'il a rapporté 10 fois son budget au box-office. Donc je suis content parce que le film est bien. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé Together, même s'il y a certains passages à la fin qui cassent l'ambiance, ce qui est vraiment dommage. Pour le coup, il y a une scène qui passe limite en mode comédie et qui moi, m'a un peu gêné, mais bon, après, on Ok. revient vite dans le, dans le, Dans le concept. ouais, dans le concept. Donc, en gros, le concept, c'est que bon, donc les deux personnages principaux, là, la fille et le garçon, euh, déménagent à la campagne. Euh, Le mec a pas de thune parce qu'il est musicien et qu'il veut vivre de la musique, mais il n'y arrive pas. La fille, je sais même,
plus de quoi elles bossent, mais en vrai, c'est pas important. Ok. Mais en gros, leur couple commence un petit peu à exploser, en fait. Et pendant une petite randonnée dans la forêt du coin, ah aussi, si, la prof, elle incite, excusez-moi, Ok. parce que c'est important en plus. Euh, la, hum, Pendant une petite randonnée, en fait, ils vont tomber dans une grotte, en fait. Ils vont tomber, en fait, voilà, dans un trou. Et ils vont, pour survivre une nuit, en fait, ils vont juste boire de l'eau dans une flaque. Et Ah ça va, merde. entre guillemets, les maudire, Ok. pour faire simple. Et c'est à partir de là, en fait, que, comme on peut le voir un peu dans la bande-annonce, leurs corps vont commencer à essayer de se fusionner, en fait. Ils vont toujours être attirés l'un vers l'autre. Donc ça correspond donc à la thématique du film, hein, de leur couple qui commence à péricliter, et finalement, pour se sauver, ils doivent Se s'accepter l'un souder, ouais. l'autre et se fusionner totalement. Il y a un troisième personnage qui gravite autour d'eux, mais je vais pas en dire plus. Ok. Euh, Parce que pour le coup, c'est assez intéressant. Je dis pas comment ça se finit. Ah putain, moi je voulais savoir. Voilà. Ah, tu veux savoir comment ça finit? Ah, je Bah, tu peux me diras. spoiler, ça ne me gêne pas, hein. Ouais, vas-y, spoil-moi. Attends, je mets le jingle Spoil, spoil. on mettra une. Regardez, hop, Vas-y. j'ai le jingle spoil. Tac. Alors, en gros, partie spoil, le troisième personnage qui gravite autour de ces deux personnages, c'est le collègue, je crois que c'est le directeur de l'école. Ok. Ouais, c'est ça, je crois que c'est le directeur de l'école. Donc lui, là, voilà, qui est assis sur son fauteuil, qui les accueille dans le quartier. Il dit, oh, je suis la maison d'à côté et tout. Donc il va beaucoup les surveiller, en fait, finalement, les regarder, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, c'est lui. En tout cas, lui fait partie, en fait, de cette secte qui a eu lieu il y a eu plusieurs années, qui était justement, en fait, une secte basée sur des trucs occultes, où justement le but c'est de trouver Son âme sœur, un truc comme ça. son âme sœur, en fait. Et alors, je me rappelle plus de quelle mythologie. Je crois que c'est une mythologie antique dans le film, parce que je l'ai vu du coup il Bah, y a presque 2 mois. ça doit être les Grecs normalement qui sont Ouais, c'est collés ça. Ouais, c'est normalement à ça. leur C'est les Grecs. partenaire. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est basé là-dessus. En fait, C'est c'est une basé là-dessus, secte ok. qui croit à ça et qui, du coup, font des rituels pour se fusionner. Et au début du film, on comprend, enfin, on nous dit qu'il y a un couple qui a disparu dans la forêt qu'on n'a jamais retrouvé. Et ben, en fait, nos deux personnages vont les croiser dans la grotte à un Ok. moment donné. À la fin du film, ils vont y retourner et ils vont les croiser. Et on va trouver une sorte de monstre horrible avec 2 têtes, des bras. Tu vois, en fait, ils ont pas accepté la fusion. Ok. Donc en fait, ils la rejettent. Du coup, ça devient un monstre horrible. Et à la fin du film, donc ce couple-là va accepter la fusion parce qu'en fait, il y en a un qui va mourir en fait, sinon. Ok. Et pour pas que l'autre meure, ils vont accepter en fait de se fusionner, et ça va donner un être androgyne à la fin. On va le voir pendant un plan, donc qui prend un peu les traits physiques des deux, mais du coup, ça fait un être totalement Ça fait un androgyne. être. Ouais. Euh, et c'est assez frustrant et malaisant parce qu'en fait, à la fin, c'est ce personnage-là ouvre à leurs beaux-parents, enfin aux Ok. parents, parce qu'ils Ah devaient ouais. faire un dîner avec les parents de la femme. Et du coup, dans ta tête, tu dis, mais comment ça va se passer en fait? Parce qu'ils sont en train de voir la fusion de leurs C'est de deux, mais horrible. t'as pas la scène. Ouais, c'est horrible en fait. Je te dis que c'est horrible, mais en fait, du coup, ce couple est sauvé finalement et accepté de fusionner. Et puis, c'est un film qui se finit bien finalement, puisque Ouais. les Si on personnages veut. principaux, si on veut, le couple est sauvé, aucun des deux n'est mort, et c'est devenu un corps. Mais du coup, il y a des scènes très très dérangeantes où justement, ils ont leurs bras qui commencent à se coller et qui peuvent pas Ouais, ils peuvent pas se décoller. décoller. Et Ouais. du coup, ils y vont à la scie en fait pour se décoller C'est parce qu'ils horrible. prennent peur. Donc vraiment. Et puis il y a des scènes aussi très intéressantes dans la bande-annonce. À un moment donné, on voit le personnage masculin qui qui se prend des coups dans la douche en fait. Et il se tape contre les murs parce qu'en fait, quand un des deux part euh, part Loin. faire quelque chose dehors, en fait, l'autre est connecté au premier, et en fait, dès que l'autre il avance, l'autre avance aussi. Ah oui, d'accord. Donc il est obligé Et, de. et du coup, en fait, il se tape en fait contre les. Il a plus aucun contrôle de son corps et il se tape de partout. Donc c'est assez intéressant ça aussi
comme mécanique comme, je crois que je parle d'un jeu vidéo, comme Comme mécanique dans le mécanique film de film, de quoi. l'horreur. Ok. Non, je le conseille pour ceux qui aiment bien le body horror et du coup aussi les Thématique sur les voilà, c'est ce couples et genre tout. de Ouais. thématique voilà du couple à la fin du côté très androgyne finalement que homme-femme on s'en fout finalement c'est voilà on est deux corps qui restent ensemble pour toujours. Sympa, très très sympa. C'est pas la cheville de The Substance, mais avoir deux bons body horror une année sur deux, enfin sur 2 années de suite, c'est Ouais, vraiment cool. Je suis c'est très plutôt content. chouette. Ok, cool. Et ben, évanoui maintenant? Évanoui, Allez, évanoui. évanoui. Allez, ma déception Ah. de cette rochette de film d'horreur. Ok. Parce que pour le coup, c'est le film qui a coûté le plus cher de cette sélection et qui a rapporté le plus, parce qu'on a 38 millions de budget, c'est beaucoup. Hein. 38 millions de budget, on dirait pas, mais c'est beaucoup. Il a rapporté 265 millions au box-office mondial. Donc il a pas, presque pas fait x10, mais pas loin. Le concept, avant de parler un petit peu de mon avis, le concept, c'est que un jour, une nuit en fait, un beau jour, ou bien est-ce une nuit pour ceux qui ont la ref, il va y avoir en fait 17 enfants d'une même classe qui vont disparaître. On les voit en fait, voilà, ils courent en fait, ils sortent de chez eux, ils courent et ils vont quelque Ok. part, on ne sait pas où. Et du coup, le lendemain, il y a le personnage principal qui est donc la prof de cette classe, une classe de primaire quoi, qui arrive en cours, donc elle là avec les cheveux courts, Ok. et elle se retrouve face à un seul élève. Il n'y en a qu'un seul de la classe qui n'est pas parti. Donc il reste un élève Ouais. et la prof. Bien sûr, dans un petit village américain lambda, ça va faire grand bruit, parce qu'il y a 17 enfants issus de la même classe qui disparaissent d'un coup. Et bien sûr, on va accuser qui? On va accuser la prof. Et ouais. Donc on a une scène où ils sont tous dans le gymnase local en train de dire c'est elle, la sorcière, voilà, elle a volé tous nos gosses. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? J'ai un sentiment de trop peu, je pense. Ok. Euh, Alors déjà, juste avant, je n'ai pas compris le titre du film parce que alors en français c'est Évanoui, Ouais. d'accord? En anglais c'est Weapons. Donc arme. Ça n'a aucun sens. Je n'ai Pourquoi pas trouvé le rapport. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Alors en fait, à un moment donné, il y a un personnage qui rêve et qui voit au-dessus d'une maison un fusil d'assaut. Ce n'est pas redit dans le film plus tard. Ok. Voilà. Euh, Peut-être que c'est parce que, en fait, ces petits-enfants, en fait, on va comprendre après pourquoi ils ont été enlevés, où est-ce qu'ils sont, à quoi ils servent. Mais en gros, il y a une sorcière, en fait, qui fait ça. Ils n'ont pas fait ça tout seuls. Je dis pas qui c'est, je n'en dis pas plus. Ok. Peut se servir de ces gens-là comme arme en disant toi, tu vas attaquer lui. Tu vois. Mais c'est pas plus. Enfin, c'est pas vraiment mis en avant par rapport au titre du film. Ok. Voilà, mais en gros, ils peuvent servir d'armes, en fait. Je pense que c'est ça. Mais du coup, par rapport au titre français, ça n'a aucun sens. Et encore plus par rapport au titre espagnol, puisque je laisse c'est La Hora de la Desaparición. Ok. Donc voilà. Voilà, Sachez, de la voilà, j'ai aussi disparition. ça sur IMDb, j'ai cette info, je vous la donne. C'est gratuit. Euh, du coup, ouais, vraiment un sentiment de trop peu, parce qu'en fait, ce film, c'est fait partie de ces films qui sont divisés en chapitres, où on va suivre le point de vue de certains personnages. Ok. Mais du coup, tu as toute la première moitié du film où tu es dans la même temporalité à chaque fois. Puisque tu vas reprendre du début pour voir son point de vue. Et en fait, tu as l'impression que le film avance pas. Donc en fait, Ah ouais. Ouais, Je vois ce enfin, que en tout tu cas, veux c'est le dire. Ouais. sentiment que j'ai eu. Ok. Donc en fait, euh, tu commences à avoir des explications sur la fin du film. Mais du coup, c'est trop tard. Et du coup, il y a plein de trucs que je trouve qui sont pas assez mis en avant, pas assez expliqués, comme les motivations du méchant. Pourquoi pas des trucs en plus, en fait. Ça aurait Ouais. pu aller beaucoup plus loin, mais non, ça va pas assez loin, je trouve. Le film est sympa, il se regarde, il y a des scènes assez intéressantes, le concept est cool, mais il y a un sentiment de trop peu. Et c'est là où je dis que c'est une déception, parce que le film a marché de fou. Ok. On est sur quasiment x10 sur le budget. Il y Ah a eu des ouais. pubs de ce film sur YouTube de partout.
C'était le film d'horreur de l'été, du mois d'août, qui a un petit peu occulté le prochain, parce qu'ils sont sortis à une semaine d'écart. Donc voilà, je trouve que ça aurait pu aller beaucoup plus loin, parce que le film fait 2 heures. C'est long quand tu te tapes quasiment la moitié du film à refaire la même temporalité, en fait. Ouais, C'est assez long. Donc, je comprends. dommage, j'ai envie de dire. Voilà, pour ceux qui aiment l'horreur, là, pour le coup, c'est pas de la possession. Si, il y a un peu de possession quand même, mais c'est plus un personnage qui va voilà, Faire des contrôler trucs, quoi. d'autres personnages, Ok. faire des trucs. Et Voilà. ben, dernier du coup? On va terminer par mon préféré des 4. Ok. Substitution, Bring Her Back, Oh là là. un film de... Alors lui, pour le coup, Lui, il c'est a l'air. vraiment, je Moi, j'ai vu pense... la bande-annonce, des bouts de Lui, bande-annonce, ça me terrifie. ne regarde pas. Je suis Arrête de regarder. là. Voilà. C'est un film qui est sorti du coup que je dise pas de bêtises, le 30 juillet 2025. C'est un film australien. Budget 15 millions, il a rapporté 40. Ah ouais. Donc c'est quand même déjà aussi une belle perf hein, quand on parle de film d'horreur. Mais je pense qu'il aurait fait plus s'il n'y avait pas eu Évanoui juste la semaine d'après. Euh, alors, le synopsis, on a un frère et une sœur, donc sa sœur est aveugle, c'est très important pour le film, qui en fait n'ont plus de parents et vont aller chez une nouvelle mère adoptive en fait, Ok. en période de transition. Et ils vont donc aller chez cette dame. Et cette dame a un enfant. Pareil, c'est aussi un enfant qu'elle garde en foyer, en fait. Et j'ai pas envie d'en dire plus. Parce que en fait, j'avais pas vu la bande-annonce, mais la bande-annonce, elle dévoile beaucoup. Euh, le film est vraiment trop bien. Vraiment, je pense que c'est le meilleur film d'horreur de l'été. Le concept, en fait, pour aller un peu plus loin dans l'histoire, c'est que la mère adoptive a perdu sa fille. Sa fille est morte noyée dans la piscine, Ok. qui est dans sa piscine. Et comme son nom l'indique, Bring Her Back, elle essaie de la ramener. Comment elle va faire? Elle va passer à une sorte de pacte avec un démon. Oh. Et à un moment donné, on la voit en fait dans la bande-annonce regarder des VHS pour apprendre un rituel, parce qu'elle l'apprend via des VHS. Ok. Ouais. C'est Super. très drôle. Et super, Faut pas, Marc, il faut pas est faire à ça fond chez là. soi. Hein. Ne faites Ne pas faites ça, de pas toute ça façon, chez vous. plus personne n'a de lecteur VHS. Euh, En 2025, ce film ne marche pas. Euh, et du coup, elle va en fait utiliser l'enfant de quelqu'un d'autre. Oh. C'est le petit gosse qu'elle a en fait kidnappé. Je dirais pas plus. Et elle va s'en servir en fait comme un vaisseau pour le démon qu'elle va nourrir. Et en fait, justement, elle va en fait, non, elle va d'abord l'affamer pour en fait lui donner faim. Elle va donner faim au démon pour qu'en fait il aille se nourrir, je ne dirais pas de quoi, parce que là pour le coup j'ai pas envie de spoiler, Ok. pour en fait pouvoir ramener sa fille. Et sa fille, en fait, elle veut la transférer dans le corps de la petite fille justement du frère et de la sœur de la petite fille Oh. pour en fait Tout a l'air récupérer. horrible. Tout est horrible. Le film arrive à te mettre une ambiance incroyable. Il y a des scènes qui te font des frissons de gêne, enfin pas de gêne, mais de malaise. Et t'as mal pour le personnage parce qu'il y a vraiment des. Parce qu'en fait, du coup, le petit personnage qui est en fait possédé finalement, Ouais. il a faim. Il a tout le temps faim. En fait, le démon a faim. Donc en fait, il va bouffer tout et n'importe quoi. Et il va même bouffer, par exemple, un morceau de table. Ah oui, d'accord. Je trouve que c'est exceptionnel. Et il y a plein de témoignages de l'acteur en fait qui dit ah c'était trop drôle ça avec des fausses dents et tout. En fait, il se pète les dents. Du coup, le film est très graphique, très très graphique pour le coup, et marche très bien. Il y a vraiment les acteurs sont géniaux parce que du coup c'est vraiment cool en plus de voir des enfants jouer et ils sont à fond quoi. Ils sont vraiment à fond. Ok. Et Donc bah. je conseille Substitution. Pour le coup, c'est je pense le meilleur des 4. Regardez-le si vous aimez bien ce genre de film. Ok. Très malaisant. Je pense qu'il va être dans la même veine, si tu veux, que Hérédité. Ok. Voilà, c'est un peu ceux qui ont aimé Hérédité ou Midsommar. Vous pouvez regarder ce film, je pense que ça peut vous plaire. Voilà, regardez-le.
Ok. Bah, merci beaucoup du coup Clément pour tout ça. Moi je regarderai pas parce que j'ai peur d'avoir peur, hein, bien évidemment. Mais c'est le moment de mettre fin à notre coup critique on avait beaucoup live. On avait beaucoup de trucs à faire. Je veux pas vous faire de promesses en vous disant oui, la prochaine fois ce sera le mois prochain, promis. Vous savez très bien que ce sera probablement en 2026 la prochaine fois. Mais cela dit. Et on fera décembre, octobre, novembre. C'est ça, exactement. Tout à fait. On espère que ça vous aura plu, que voilà, si vous voulez donner vos points de vue sur les différents films dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Et nous, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Des bisous. Bisous. Et bah génial.